Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous êtes venus dans cette salle pour rencontrer et voir une conférence de Benoît Peeters, qui est un auteur rare, scénariste évidemment un petit peu culte et presque mythique des cités obscures. Et c'est évidemment, ça va être l'objet donc de sa conférence, de sa présentation. Vous pourrez bien sûr lui poser des questions donc après, et vous pouvez retrouver également le texte. Donc un texte où Benoît raconte en fait cette aventure des cités obscures avec François Scuiten dans notre anthologie Hypermonde, puisqu'il nous a fait l'amitié donc de nous laisser publier ce texte. À noter, alors on est un petit peu loin de l'utopie et de la science-fiction, mais à noter quand même que l'actualité de Benoît Peeters, c'est aussi donc un ouvrage sur Robe Grillée, l'aventure du nouveau roman, puisque Benoît est aussi un très très fin connaisseur et spécialiste bien sûr universitaire donc de la littérature du XXe siècle. Et actuellement, Benoît, je ne me trompe pas, vous êtes pour une année donc à la chaire de création artistique au Collège de France. Voilà, ça commencera le 27 octobre par une leçon inaugurale et puis une série de cours et un colloque au mois de juin. Tout cela étant accessible, disponible en ligne sur le site du Collège de France ou sur YouTube. Donc c'est agréable de pouvoir suivre les choses à sa guise, voilà, quand on veut, sans être prisonnier des horaires. Voilà, c'est un honneur qui m'a été fait. J'en suis très heureux. Faire entrer la bande dessinée au Collège de France pour quelques mois. Voilà. C'est une magnifique mission. Et j'ai rencontré, je connaissais bien évidemment le travail de Benoît Peeters dans Les Cités Obscures, mais j'ai rencontré Benoît à l'École Normale Supérieure, où nous avions été invités tous les deux pour une journée d'études, les journées d'études Georges Bram, et j'ai adoré sa conférence. Et je me suis dit que cette année, pour Hypermonde, avec cette thématique sur les utopies, je crois qu'il était absolument nécessaire que Benoît soit présent. Donc je vais lui laisser la parole et j'espère que vous prendrez autant de plaisir parce que c'est un conférencier hors pair et son sujet est absolument magique. Voilà, donc je vous laisse écouter Benoît. Merci Natacha, merci au festival Hypermonde, à ce joli livre que vous avez réalisé. Et donc c'est une petite promenade à travers les cités obscures, à travers cette aventure qui est une aventure amicale d'abord, avec le dessinateur François Scuiten. Alors je sais que son frère Luc Scuiten est présent ici et montre une exposition, et la relation de François et Luc a été très importante dans l'enfance. Et puis moi-même, j'ai rencontré François Scuiten quand nous étions enfants. Et donc il y a une complicité enfantine qui s'est prolongée à travers notre travail. Nous voici et oui, comme le temps passe, nous voici au tout début de notre collaboration après la sortie du premier album. Alors, nous n'avions pas du tout le projet de bâtir une grande série, un monde, une saga. Nous ne pensions pas qu'il y aurait 12 volumes ou 15 volumes ou 18 volumes. Nous n'avions pas idée du mot de la fin. Nous voulions juste essayer de réaliser une histoire ensemble. Moi, je venais plutôt d'un horizon littéraire. J'avais publié 2 romans. François avait collaboré avec son frère et avec Claude Renard à Métal Hurlant surtout. Mais quand nous avons voulu commencer quelque chose ensemble, nous avons senti que c'était la revue à suivre, qui avait une tonalité plus romanesque, qui nous convenait le mieux. Et donc la première histoire est parue il y a 40 ans, tout juste, dans À suivre. C'était Les murailles de Samaris. Puis bon, ça c'est une édition plus récente de l'album. À l'époque, d'ailleurs, les revues avaient une énorme importance. Et on était paru en 4 épisodes dans À suivre, et l'album n'était arrivé qu'1 an plus tard. Donc il y avait vraiment une autonomie de cette publication en feuilleton qui s'est maintenue quelques années, et puis les albums sont arrivés de plus en plus vite. La revue a perdu un peu de sa pertinence. Et cette première page du premier album, finalement, place les choses, en tout cas rétrospectivement, place les choses de manière plus claire et plus forte que nous ne l'imaginions en faisant cela. Nous sommes dans
une ville un peu décalée, une ville qui pourrait être une bifurcation étrange d'un univers à la Jules Verne, d'un univers fin 19e, début 20e, une architecture de fer et de verre. Et nous allons découvrir peu à peu cette ville en entendant une voix, en entendant mentalement, en lisant une voix narrative qui est celle d'un personnage que nous ne découvrirons que à la fin de la 3e page. Donc ça commence, ils sont venus me trouver un matin, ils m'ont dit que je devais aller à Samaris, que la rumeur n'avait que trop duré. Qui parle ? Qui nous raconte cette histoire ? Nous allons mettre un certain temps à découvrir ce personnage. Et donc, la ville, ou plutôt 2 villes qui sont au cœur de cet album, Xistos, une orthographe étrange, X-H-Y-S-T-O-S, si on pouvait la mettre au Scrabble, ça aiderait beaucoup. Xistos est la ville où se trouve le personnage qu'on envoie en mission vers une ville lointaine, perdue, très difficile d'accès, Samaris. Et donc ces 2 villes, finalement, sont apparues aux premiers lecteurs de l'époque comme les véritables personnages de cette histoire. Et donc l'étiquette d'architecte de la bande dessinée nous a assez vite collé à la peau. Il est vrai que François Skeuten était non seulement fils d'architecte, mais frère d'architecte. Luc Skeuten est architecte, et que son père l'aurait bien vu embrasser à son tour la carrière, mais peut-être y avait-il un peu trop de contraintes architecturales dans la famille. Son père l'aurait bien vu peintre aussi, mais finalement c'est la bande dessinée qui s'est emparée de lui, même si l'architecture et la peinture n'ont jamais été très loin. Et donc nous nous étions retrouvés, nous cherchions à imaginer quelque chose qui nous corresponde à l'un et à l'autre. On avait des goûts communs, des références partagées, mais aussi une sensibilité assez différente. Et donc cet album est un peu celui où nous cherchons à nous trouver, nous retrouver, en partageant des références communes qui étaient souvent des références bruxelloises. Moi, j'avais passé une partie de ma jeunesse à Paris. François est un pur bruxellois. Et nous étions fascinés notamment par l'Art Nouveau à Bruxelles et le grand architecte qui nous accompagnera toujours un peu en filigrane, qui est Victor Horta, dont on peut visiter beaucoup de bâtiments superbes à Bruxelles. Et Horta avait eu des projets d'ordre urbain, des projets étendus à un quartier entier qui ne s'étaient pas réalisés, et on se disait, ah ben oui, mais ce genre de projet d'une architecture étendue à l'échelle d'un quartier ou d'une ville, en bande dessinée, on peut le faire. Dans la réalité, ça bute sur des obstacles. Alors ça, ce n'est pas un bâtiment d'Horta, mais un autre bâtiment Art Nouveau, de cet Art Nouveau qui, entre 1893 et 1910 ou même 1914, a été vraiment dominant à Bruxelles, et dont on voit encore aujourd'hui de nombreuses traces, comme on en trouve à Nancy, à Prague et dans d'autres villes. Donc évidemment, vous voyez qu'on réinterprète librement ces bâtiments, mais en même temps, l'empreinte de cette architecture est très frappante, et on sent très fréquemment dans les murailles de Samaris un personnage relativement petit, relativement effacé, relativement perdu dans ces lieux amples, trop vastes pour lui. En même temps que le premier album est paru, nous étions en train de travailler à une nouvelle histoire, et on pourrait dire que par rapport à notre éditeur, la série qui s'amorçait, puisqu'on se situait dans le même monde, la série commençait mal, puisque nous avons annoncé que le récit étant plus long que les murailles de Samaris, nous étions sentis un peu à l'étroit dans le cadre du 48 pages couleur, qui était un des formats vraiment importants de l'époque. Et donc nous avons dit, nous voudrions faire une histoire plus longue. Alors on nous a dit, si c'est plus long, c'est un roman en bande dessinée, et c'est en noir et blanc. Alors on avait choisi ce titre, Les Cités Obscures, et on nous disait, vous commencez une série, et puis là, les lecteurs vont être perdus, ça va pas du tout aller. Heureusement, les choses ne se sont pas trop mal passées, et la série, petit à petit, là j'ai vu tout à l'heure quelqu'un avec un exemplaire de L'Archiviste, grand format, encore un livre tout à fait différent et un petit peu hors norme par rapport aux contraintes de l'époque. L'esprit de la série, ou le concept de la série, a réussi à s'imposer, malgré ces changements de technique et de forme. Le livre La fièvre du Rubicande commence non pas par de la bande dessinée, mais par une lettre mêlant
texte et image, avec une typographie particulière. Donc on entre vraiment dans la tête de celui qui va être le personnage principal de cette étrange aventure, Eugen Robic, urbatecte. Je pense avoir forgé ce mot d'urbatecte, donc mixte d'urbaniste et d'architecte, qui a connu une certaine fortune depuis qu'on a retrouvé, mais bon, je pense, voilà, pense être le premier à l'avoir fait. Donc ça montrait un peu la vanité du personnage, en même temps son caractère assez totalisant, sinon totalitaire. Il écrit au pouvoir supérieur, la commission des hautes instances. À Xistos, il y avait un grand conseil. Là, il y a une commission. C'était amusant parce que je m'occupais en même temps à cette époque de projets audiovisuels et c'était toujours des commissions qui décidaient comme ça, de manière un peu mystérieuse. Donc, j'imaginais un pouvoir à la fois fort et un petit peu dépersonnalisé. Et donc, voici Monsieur Robic, inspiré d'un certain nombre de personnes, pas forcément physiquement, bien sûr. À l'époque, le Rubik's Cube était très important, donc il y a un clin d'œil qui aujourd'hui est peut-être un peu moins fort. Dans le caractère, il y avait des choses qui venaient du père de François, Robert Skeuten, qui avait écrit des livres sur l'architecture dans l'après-guerre, avec des vues assez carrées. Notamment, il créait, dans un livre sur la villa individuelle, créait des liens entre les pyramides égyptiennes, l'acropole, les cathédrales, et puis votre maison, qui doit aussi avoir un aspect dramatique, impressionnant. Et donc, on conçoit cette ville du Rubicon en synthétisant une série de choses. Alors là, les références seraient plutôt du côté de l'art déco que de l'art nouveau. Une ville qu'on imagine assez nordique, battue par le vent, et comme vous le constatez ici, avec des proportions assez amples par rapport au nombre de personnes qui l'arpentent. Et donc on trouve là deux personnages, Robic et son ami Thomas, qui sont convoqués à un rendez-vous qui approche d'un des ponts. La ville est séparée de manière stricte entre rive nord et rive sud. Il n'y a que 2 ponts. Robic rêve d'en construire un 3e pour établir une symétrie parfaite, en tout cas vue du ciel, un peu comme on a construit Brasilia. Et alors on imagine que c'est l'urbatecte lui-même, enfin on se raconte toujours beaucoup d'histoires autour de l'histoire principale, on imagine que c'est l'urbatecte lui-même qui a conçu ces grands manteaux, ces vêtements amples et raides qui doivent donner une silhouette, pense-t-il, élégante et symétrique à tout le monde. Il y a une obsession de la symétrie. Alors nous étions partis de références hétéroclites. On n'a jamais cherché à faire l'histoire de l'architecture en bande dessinée, mais à prendre des images qui nous impressionnaient. Et ça, c'est une image de Santeglia, un jeune architecte italien, futuriste, qui est mort pendant la guerre de 14, avant d'avoir pu réaliser, alors certains disent heureusement, mais en tout cas les dessins sont impressionnants. Bon, Le Corbusier aussi, qui était un des maîtres de Robert Skeuten, père de François et de Luc, et dont vous savez qu'il avait rêvé notamment de repenser entièrement Paris, le fameux plan voisin pour Paris de 1922, où on rasait à peu près tout, à part quelques monuments, et créait des ensembles d'immeubles tous équivalents. Voilà à peu près à quoi Paris aurait pu ressembler. Donc on se dit qu'il est parfois bien que ça reste au stade de la maquette. Mais en bande dessinée, on peut le faire et ça fait de mal à personne. On peut développer des fables, des métaphores, des utopies, des dystopies, sans trop de danger. Bien sûr, dans nos références des films, en premier lieu Métropolis, la fascination des dictateurs, et notamment d'Hitler, pour l'architecture et pour les maquettes, la relation ici entre Albert Speer sur la gauche et Hitler jouant à déplacer des immeubles. Toutes ces références se mêlent, donc ici une image du Grand Berlin conçu par Speer. Évidemment, ce n'était pas forcément, surtout dans le cas de Speer, des choses que nous admirions, mais qu'on avait envie de mettre en scène pour créer le cadre dramatique d'une histoire. Alors,
Cette histoire va être celle du bouleversement d'un système d'ordre dans cette ville où tout devrait être absolument strict, figé, symétrique, dans cette ville que l'urbatecte rêve d'achever en régularisant la rive nord, qui est encore dans un style plus anarchique, plus divers. Dans cette ville va survenir un phénomène fantastique. On trouve sur un chantier un cube évidé d'une matière inconnue. L'urbatecte le pose sur son bureau, et quand il reviendra le soir, après l'avoir posé un petit peu de travers à cheval sur un livre, il voit que ce cube initial a grandi, a poussé comme une plante, même s'il est d'une matière extrêmement solide, impossible de le déplacer. Et donc notre personnage, qui est un scientifique, commence à faire, sans trop s'inquiéter du phénomène. Dans les cités obscures, généralement, les personnages ont une sensibilité au fantastique meilleure que la plupart d'entre nous, c'est-à-dire qu'ils ne se révoltent pas vraiment contre la bizarrerie. Il fait des calculs, il se dit, mais si ça continue à se développer, à se multiplier, à grandir, comment ça va envahir ma maison, et puis peut-être la ville. Et donc, je me souviens à l'époque d'avoir fait avec un ami mathématicien un certain nombre de calculs pour comprendre rigoureusement le développement du cube. Ici, on n'en voit évidemment qu'une toute petite partie. Et nous étions arrivés à proposer une équation qui rende compte de ça. La formule que j'avais à l'origine était un peu plus descriptive. Ça, c'est une amélioration plus scientifique de la formule qui nous a été proposée par des lecteurs. C'était très étonnant parce que nous avons reçu, pendant la période de publication à suivre, une dizaine de lettres de mathématiciens, soit proposant une amélioration de la formule, signalant une erreur dans une addition dans un des brouillons du personnage, ce qui voulait dire quand même que toutes les additions avaient été refaites. C'était drôle parce qu'en plus le personnage pouvait avoir fait une erreur. On disait, il y a une erreur, il s'est trompé dans une de ces additions. Et certains proposant des échos, des références qui pouvaient prolonger notre histoire. Et donc ça nous a fait penser que finalement le fantastique et la précision allaient assez bien ensemble, et qu'une recherche très poussée sur un sujet, qui m'avait semblé un peu folle quand j'avais passé, moi qui n'étais pas un bon élève en mathématiques, qui avait passé une après-midi avec un ami pour essayer de mettre au point cette formule, je me disais, bon, je suis un peu fou, François m'a dit, ouais, t'exagères un peu. Ça l'a beaucoup aidé à dessiner, à bien comprendre les différentes étapes, et surtout, ça a apporté de la crédibilité à cette histoire aux yeux d'un certain nombre de lecteurs. Le fantastique que nous cherchions était toujours un fantastique assez proche du réel, un léger décrochage, plutôt qu'un monde de créatures diverses et de vaisseaux spatiaux. Et donc là, bon, quand le cube évolue, notamment il y avait cette séquence qu'on voulait vraiment rendre crédible, qui était que le personnage se réveillait, se rendait compte que son bras, un de ses bras, était traversé par le réseau, sans le blesser, mais que s'il essayait de bouger, il allait se blesser très gravement, et donc il fallait patienter, attendre que la croissance de cette structure libère son bras, puis se faufiler. Ce sont des choses qu'on fait de manière extrêmement précise dans la bande dessinée. C'est-à-dire que pour amener ce fantastique, on ne craint pas quelquefois de décomposer très fortement une action, et puis après on peut avoir de fortes accélérations. Alors les autorités de la ville dépassées, chez nous généralement les autorités sont assez dépassées, vous me direz peut-être pas seulement dans les cités obscures, mais enfin dans les cités obscures c'est vraiment très très dépassé, vont tirer au canon, un canon à la Jules Verne, sur le réseau pour s'en débarrasser, après avoir rendu Robic responsable, et évidemment ça va provoquer des destructions et du désastre, puis plus tard le réseau se stabilise, les gens s'en emparent, vont faire une série de passerelles qui conduisent d'une rive à l'autre de la vie est bouleversée, il y a des cultures, et bon, voilà, on pousse cette idée d'une structure cubique qui grandit, je dirais presque jusqu'au bout de ses possibilités, en tout cas jusqu'au bout des possibilités qui nous sont venues à l'esprit et qui bousculent à la fois la vie de cet homme un peu sévère et la vie de la ville. Alors voilà, par exemple, dans les témoignages qui nous ont été apportés par la suite, les structures cristallines
de René Juste Aoui, qui ressemble assez fortement, effectivement, et donc là ce sont des cristaux, des structures naturelles, qui ressemblent assez fortement au développement de notre cube, chose que nous ignorions évidemment tout à fait quand nous avons commencé l'histoire. Mais à l'époque de l'histoire, et alors là c'est peut-être le moment où la série a vraiment pris corps, des amis, notamment Thierry Smolderun, qui je crois est présent ici, et l'éditeur Yves Schlierf, qui tenait alors une librairie avant de devenir une figure de Cana et du groupe d'Argo. Il s'était pris d'intérêt pour l'histoire et avait proposé l'idée d'un ouvrage polémique réalisé par des savants de l'intérieur du monde des cités obscures, qui serait une réfutation. Et donc ça s'appelle le mystère du Rubicon, et nous avions réalisé avec eux l'exemplaire personnel de Gen Robic. C'est un collector depuis des années, c'est absolument introuvable, et ça participe d'une certaine façon à la construction de cet univers imaginaire qui a existé à travers des BD, mais aussi à travers d'autres éléments. Alors à chaque histoire, on avait vraiment envie de changer de monde, de changer de référence, peut-être de changer de style graphique aussi, parce que c'est une longue aventure, un roman en bande dessinée, c'était 2 ans de travail ininterrompu pour François Skeuten, et donc quand il avait exploré une technique et un style, il y avait envie de faire tout autre chose, de ne pas s'ennuyer, ce qui était un peu le contraire de la série de bande dessinée au sens classique, où il faut garder une homogénéité narrative, stylistique, une continuité de personnages. Donc nous, c'était non seulement un changement de technique, mais un changement de ville, un changement d'époque de référence, et un changement de héros. Dans La Tour, on se retrouve plutôt dans un univers à la Bruegel, autour du mythe de Babel, un univers qui se passe, enfin une histoire qui se passe dans un univers mi-Moyen-Âge, mi-Renaissance. On avait un peu l'impression, en observant ce tableau sublime de Bruegel, que si on se glissait par une des ouvertures et qu'on découvrait quelqu'un et qu'on le suivait, on pouvait construire tout un roman et au fond raconter en tout un livre ce qu'un peintre tentait de raconter en une seule image. Alors les inspirations sont toujours diverses, un peu hétéroclites, mais on essaye de les unifier par le style, par le récit. Donc ici, bien sûr, les machines de Léonard de Vinci, mais les gravures de Piranèse, et notamment les prisons de Piranèse, qui jouent un grand rôle dans une partie de l'histoire, sont elles plus tardives. Donc on est là dans un univers 18e, alors que avec Bruegel, on était plus ancien. Je me souviens aussi de lectures scientifiques que j'avais faites à l'époque, où parfois je puise un détail et des livres d'histoire des sciences d'Alexandre Coiré. Le Falstaff vu par Orson Welles, c'est donc inspiration très directe là, pour le physique du personnage. Ce n'est pas Orson Welles en tant que tel, c'est Orson Welles dans Falstaff, donc Falstaff inspiré de plusieurs pièces de Shakespeare. Dans la postface de l'album, nous racontons que Welles, à la fin de sa vie, qui ne parvenait plus à tourner de films, qui avait un peu de mal à se déplacer, avait accepté de poser pour le personnage de Giovanni et avait découvert avec enthousiasme la bande dessinée, la légèreté de la bande dessinée. Et donc depuis, surtout aux États-Unis, on a régulièrement des gens qui nous demandent de raconter notre rencontre avec Orson Welles, qui bien sûr est resté absolument imaginaire, on aurait bien aimé, mais on était parti simplement du film, de photos, etc. On n'a jamais rencontré, mais la crédulité des lecteurs était assez grande. Enfin, j'imagine, en tout cas, les séances de pause, ça aurait été quand même un peu compliqué. Donc La Tour, alors là vous voyez le noir et blanc n'a plus du tout ce caractère assez simplifié, épuré qu'il y a dans La Fièvre d'Urbicande. On est au contraire dans un style gravure. Certains croyaient même d'ailleurs que c'était une technique de gravure alors que c'est simplement des hachures assez fines. C'était très difficile à reproduire à l'époque. Le papier du journal à suivre ne s'y prêtait pas très bien et quelquefois ça bouchait. Je me souviens que
Un jour, Françoise Coyton reçoit un des numéros et il était absolument fou de rage. Il téléphone au rédacteur en chef, c'est pas possible, on a trahi. Et bon, le rédacteur en chef essayait de le calmer. Et puis François dit, je prends ma voiture, j'arrive à Paris. Ce qui était un peu vain puisque le numéro était imprimé. Mais l'autre était très inquiet, craignant un accident de voiture. Voilà, c'est dire que cette précision, cette finesse du trait était vraiment quelque chose qui nous touchait l'un et l'autre. Et puis les techniques de gravure évoluant et les techniques d'impression et les papiers évoluant, aujourd'hui on arrive à imprimer parfaitement la finesse de trait qui à l'époque semblait exagérée. Et donc une histoire qui a fait rêver plusieurs cinéastes, mais qui serait difficile à mettre en scène parce que les décors sont absolument gigantesques. On a un personnage qui est le mainteneur d'une toute petite zone de la tour, mais cette toute petite zone est à elle seule gigantesque, elle s'écroule à demi, il essaye de la réparer, et donc la bande dessinée, et surtout le talent et la patience du dessinateur, nous offrait la possibilité de creuser cet univers, de mettre en scène au début cet homme seul dans un lieu plus vaste qu'une cathédrale. C'est une force particulière de la bande dessinée que de pouvoir faire exister un monde. Vous voyez ici cette perspective vertigineuse. Il est vrai que par son éducation, François a été particulièrement expert dès sa jeunesse en matière de perspective. Je me souviens quand nous étions ensemble en classe, où il n'était pas un excellent élève, il rentrait avec ses devoirs et puis son père lui donnait des exercices, des dégradés de couleurs, des exercices de perspective, et puis la maman arrivait et disait mais est-ce qu'il n'a pas des devoirs à faire? Et je me fiche de ses devoirs, qu'il réussisse d'abord son dégradé de couleurs et on en reparlera. Bon, finalement c'était pas une trop mauvaise idée, même si Françoise Coyton se réveille encore de temps en temps de mauvais rêves où il doit repasser des examens, par exemple de maths ou de latin. Et puis il dit mais je suis dessinateur, j'ai un métier, je gagne bien ma vie. Non, mais ça ne compte pas, il faut repasser les examens que vous avez ratés. Bon, donc voilà. Alors dans cette histoire, il y avait une surprise qui se dissimulait et surtout c'était frappant quand on était en feuilleton dans À suivre, puisqu'il y avait dans À suivre des histoires en noir et blanc et des histoires en couleur, mais c'était deux séries bien différentes. Nous avions démarré comme une histoire en noir et blanc et à la fin du 3e chapitre, au bas d'une page, apparaît presque comme une tache, comme une erreur, de la couleur. Et donc les tableaux que les personnages admirent dans une salle spécifique de la tour, ces tableaux sont en couleur et les personnages n'ont pas de mots pour les décrire. Et c'était quelque chose d'intéressant parce que on l'avait rêvé, mais c'est quand on l'a vu sur la page, quand on a vu l'effet que ça faisait, qu'on s'est rendu compte de l'ampleur que ça avait et qu'on a décidé de transformer toute la fin de l'histoire. Alors petit à petit, ce monde des cités obscures se complétait, on le voyait mieux, il y avait des petites présentations comme celle-ci, mais plus fictionnelles, des expositions qui nous ont amenés à compléter la carte, à situer les villes les unes par rapport aux autres, mais on n'avait pas du tout l'intention de faire une histoire sur chacune de ces villes. Donc nous racontions que nous avions voyagé à travers le monde des cités obscures, mais que malheureusement, le voyage ayant été court, on n'avait pas pu toutes les visiter. Des cartes parfois contradictoires de plusieurs styles, un monde fait de cités, un peu comme les villes italiennes d'autrefois, des cités-États, et un seul pays, la Sodrovno-Voldachie, qui est un État impérialiste toujours prêt à envahir ses voisins pour constituer la grande Sodrovnie qui manque depuis longtemps. Bon, toute ressemblance avec des réalités tristes serait purement accidentelle puisque ça a été fait il y a très longtemps. Alors parfois on s'approchait de réalités plus directes, plus proches de nous. On voyait bien qu'il y avait dans chacune de nos histoires quelque chose de Bruxelles, des chaos de Bruxelles, des bizarreries de Bruxelles, et nous avons créé son double Bruxelles, en nous inspirant alors assez précisément de l'histoire de Bruxelles, notamment de cette rivière, la Seine,
s'écrit un peu différemment de la scène parisienne, qu'on a fait disparaître au XIXe siècle, qui était au cœur de la ville, des travaux démesurés. Bon, vous en avez connu à Bordeaux, mais plus récemment. La construction du palais de justice, qui devait être la plus grande construction du XIXe siècle, avec un budget démesuré, qui est un lieu qui nous inspire et qui est passé presque directement dans le monde des cités obscures sous le nom de Palais des Trois Pouvoirs. Un autre chantier, celui de la jonction entre la gare du Nord et la gare du Midi, qui a éventré une nouvelle fois la ville. Tout cela, on le concentre dans cette histoire qui est celle d'un fleuriste qui croit au progrès, qui a hérité du magasin de ses parents et de ses grands-parents, mais qui veut tout d'un coup abandonner les plantes naturelles au profit de plantes en plastique qui seront inaltérables. Il est enthousiasmé par cette conversion et il va rencontrer un autre homme, un médecin qui croit lui aussi à la modernité, notamment à l'électrothérapie, au beefsteak électrique qui va remplacer beaucoup de choses. Tout ça est très inspiré de le culte du plastique, l'électrothérapie, d'autres éléments, le vaisseau du désert qu'on retrouve dans d'autres de nos livres, sont souvent inspirés de revues anciennes où on est allé chercher, puis on les extrait, on les transpose, on les transforme. Et ça nous donne la matière d'une histoire, cet enracinement dont nous avons besoin. Donc on voit ici que ce fleuriste moderniste vit dans un quartier encore à l'ancienne, faire penser à ce que Bruxelles était autrefois, mais aussi à Bruges ou à Gand, des villes qui ont gardé ces quartiers-là. Et il n'y a pour lui pas de problème entre sa foi moderniste et son magasin ancien, sauf que la ville va être tellement troublée, tellement bousculée, et lui-même va tomber tellement malade qu'il aura quelques doutes. Donc ici, on voit la maquette proposée aux politiciens par un entrepreneur ambitieux, et donc la maquette, on laisse entendre que la maquette elle-même, le modèle réduit de la ville, a déjà englouti une partie du budget réservé aux travaux. Ici, le nouvel hôpital dans lequel notre malheureux personnage va se trouver enfermé, alors que l'hôpital n'est pas terminé. L'hôpital est en construction, mais les soins sont déjà prodigués. Bon, là aussi, c'est peut-être des choses qui peuvent trouver des échos dans le réel. Chose qui nous intéresse finalement, de flirter avec le réel, de le déformer à travers nos contes, nos fables, nos exagérations. Bon, vous voyez le destin de la maquette. Les eaux qui envahissent la ville, l'eau refoulée de Bruxelles qui remonte, les inondations, et les personnages qui finalement sont amenés à quitter cette ville. C'est une histoire qui a été prolongée par un film mi-documentaire, mi-fiction à l'époque, et qui nous a valu d'être convoqués par les autorités bruxelloises, disant que cet album, ayant beaucoup circulé, étant traduit, etc., nous nuisions gravement au tourisme. Et donc, on se faisait gronder, admonester, et nous avions dit qu'avant notre propre responsabilité, il y avait peut-être la responsabilité de celles et ceux ceux surtout, qui avaient détruit la ville avant nous, et que nous ne faisions que jouer avec ces thèmes. Hélas, on aimerait bien que ce ne soit que de la bande dessinée. Mais bon, Bruxelles, comme d'autres villes, a été saisie à différents moments par l'envie d'être autre chose qu'elle-même, d'être Londres ou Paris au XIXe siècle, d'être New York ou Chicago au XXe siècle, au lieu de se contenter d'être ce qu'elle était. Peu à peu, dans nos histoires, la ville passait un tout petit peu plus à l'arrière-plan et les personnages prenaient plus d'importance. C'est le cas dans peut-être l'album auquel nous sommes le plus attachés, qui est L'Enfant Penché, qui démarre dans un parc d'attractions avec une adolescente un peu rebelle, qui veut découvrir une attraction absolument sensationnelle, qui survole toute la ville, des sortes de montagnes russes. Et quand elle émerge de cette attraction, elle est déstabilisée, elle est penchée. Ses parents, qui sont des gens assez sévères, veulent absolument la remettre droit, se demande ce qui a pu se passer. Il y a un attroupement qui se produit, elle devient une attraction au milieu des attractions, et en réalité, si on la laisse suivre sa pente naturelle, elle se tient bien, elle se sent bien, alors que quand on veut la redresser de force, elle est déséquilibrée et elle tombe. Et donc ça sera le point de départ,
peu comme le cube dans La fièvre de Rubicon, le point de départ d'une histoire qui va au fond tirer ce fil avec toutes les vertus positives et négatives de cette histoire, la pauvre qui est mise dans une sorte de pensionnat extrêmement strict, de maison de redressement, puisqu'on pense que c'est une simulation adolescente, et bon, elle va se faire persécuter par ses camarades, s'échapper, devenir vedette d'un petit cirque ambulant, puisqu'elle arrive à faire des choses qui défient la pesanteur, rencontrer des savants dont l'un se persuade qu'elle vient d'un autre monde, qu'elle est attirée par un autre monde qu'il voulait atteindre depuis longtemps. Là, on retrouve un univers vernien. On croisera d'ailleurs Jules Verne dans l'histoire. Donc vous voyez que par l'échelle des plans, déjà, on est dans un monde très différent de celui des premiers albums. Et là, le corps, le personnage, est vraiment plus important que la ville. Et dans cette histoire se passe aussi quelque chose, un croisement d'images, un croisement de récits, puisque il y a dans notre monde un peintre maudit, oublié, qui rêve d'un monde dans lequel il finira par entrer et où il va rencontrer la jeune fille, vivre une brève idylle avec elle, et puis l'abandonner, mais à l'instant où il l'abandonne, elle saisit sa main, et il restera l'empreinte des hachures sur sa main, comme une trace de sa traversée des images. Voilà aussi une idée qui était une idée de scénario discutée entre nous, mais qui n'a pris vraiment sa consistance que lorsque les pages se sont faites, donc avec la collaboration d'un ami dessinateur et peintre qui s'appelle Martin von James, auteur d'un livre absolument formidable qui s'appelle La Cage, et la photographe Marie-Françoise Plissard, avec qui j'avais réalisé plusieurs livres auparavant. Alors il y a des inspirations bizarres, des contacts bizarres entre le monde des cités obscures et le nôtre, des points de passage. Et par exemple, un photographe allemand des années 20 et 30, Karl Blossfeld, qui a photographié inlassablement des détails de plantes, semble avoir eu une influence absolument démesurée dans le monde des cités obscures. Urformen der Kunst, ça veut dire forme primitive de l'art. Et donc, voilà ici M. Blossfeld, qui a un air plutôt sévère, on peut dire relativement peu avenant, qui était peut-être plus à l'aise avec les plantes qu'avec les humains, et donc qui cherchait ces formes décoratives élémentaires. Et alors on a imaginé que dans les cités obscures, une ville qui se trouvait peut-être un peu banale à côté de ses voisines avait décidé de se renommer Blossfeldstadt, ça s'appelait autrefois Brentano, Blossfeldstadt, et que tous les bâtiments, tous les éléments décoratifs devaient être inspirés de certains détails du livre de M. Blossfeld. Donc on recrée une plante, mais surtout on va s'inspirer de Blossfeld, du travail de Blossfeld, dans la création d'une ville entière où se passe notre album L'ombre d'un homme. Donc là, vous voyez aussi Mary la penchée, enfin l'enfant penché, l'ombre d'un homme, le personnage humain est passé à l'avant-plan. Là, c'était une petite séquence amusante, enfin pour nous en tout cas. La construction de Blossfeldstadt a été si vite qu'on a oublié deux malheureuses personnes âgées qui vivaient plus ou moins sous un pont, et donc il y a un scandale quand on découvre leur habitation qui n'a pas été mise aux normes, et donc les malheureux sont sur le point d'être délogés. L'ombre d'un homme est une histoire curieuse à plusieurs titres. D'abord parce que j'ai pris la pose pour le personnage principal, ce qui n'est pas dans les habitudes d'un scénariste. Au lieu de décrire les attitudes, je les ai jouées. Parfois, François faisait des photos, d'autres fois, il faisait des croquis. Mais aussi parce que cette histoire, où la couleur joue un rôle essentiel, a un traitement de la page très différent. La couleur était faite sur le crayonné, et le trait à la plume arrive après coup et ne couvre pas tout.
Alors dans cette histoire, le personnage qui au début est agité de cauchemars effrayants prend un médicament expérimental et ce médicament supprime ses cauchemars mais va transformer son ombre qui devient comme une projection de lui-même. Son ombre est en couleur et donc déjà qu'il s'entendait à demi avec sa femme fraîchement épousée, ce phénomène bizarre qui le fait douter de lui-même va lui faire perdre et son mariage et son travail, le désocialiser avant qu'il n'arrive à rebondir. Et donc évidemment, c'est une crise d'identité assez forte, puisque si l'ombre est en couleur, c'est qu'il est comme translucide, il laisse passer la lumière, donc il est vide, il n'est rien, il n'existe pas. Donc souvent nos histoires sont des histoires liées à une crise, et une crise qui peut être à la fois un peu effrayante et un peu salutaire, individuellement aussi entre utopie et dystopie. Je ne vais pas vous détailler tous les albums, la Frontière invisible, qui se passe dans un institut de cartographie dont s'emparent les militaires, la fameuse grande Sodrovny dont je vous ai parlé, Souvenir de l'éternel présent, qui est comme un conte pour enfants, qui est lié à un film auquel avait collaboré François et un petit peu moi-même, qui s'appelle Taxandria de Raoul Servet. Au milieu, là, on voit le Dossier B, qui est ce film qui prolonge Bruegel, le Guide des cités, qui est un guide de voyage très utile, si vous pouvez vous rendre dans les cités obscures, il y a même des renseignements pratiques. L'Affaire des ombres, qui contenait un DVD, et puis plus récemment, une intégrale des cités obscures avec un certain nombre d'inédits. Donc on n'est pas simplement dans la bande dessinée. Les choses se complètent, cet univers prend consistance. Quand on a fait l'intégrale des cités obscures, on avait l'impression un peu qu'on avait bouclé, pas notre travail en collaboration, mais boucler les cités obscures en tant que telles. Mais maintenant qu'on travaille à un nouvel album qui paraîtra dans un an, voilà, il va falloir trouver une solution. Il faudra avoir suffisamment de matière pour remplir un tome 5 un jour des cités obscures, qui est une série qui n'a ni début ni fin en un sens. Les albums peuvent se lire comme on le veut, dans l'ordre qu'on veut. Certains personnages réapparaissent, parfois un personnage important devient un personnage secondaire dans une autre histoire, mais il n'y a absolument pas d'ordre imposé. Alors il y a des prolongements étranges, comme cette montre, aujourd'hui assez difficile à trouver, et parfois des choses un peu plus amples, comme la station de métro Arts et Métiers à Paris, qui a été dessinée et conçue par François, en lien bien sûr avec Jules Verne, son Nautilus, mais aussi en lien avec le musée des Arts et Métiers, juste au-dessus. Et comme vous pouvez le voir, la réalisation complète, toujours visible, est étonnamment proche des dessins initiaux. Donc ce sont des parois de cuivre. Ça a été des négociations épiques avec la RATP à l'époque. Et puis, parfois, ça prend aussi une autre ampleur. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Victor Horta. Cette maison que nous voyons, qui est une maison de ses débuts, du tout début de l'Art Nouveau, un jour était à l'abandon, était en vente. Nous avons persuadé la commune bruxelloise d'acquérir cette maison en disant que nous nous occuperions, avec des architectes et vraiment les corps de métier spécialisés, de sa rénovation puis de sa mise en scène. Il restait à l'époque assez peu de choses intactes dans la maison, ça a été un gros travail. Nous avions imaginé une série d'animations de pièce en pièce, et les choses se sont faites, peu plus modestement que nous l'avions imaginé à l'origine, mais donc nous avons ressuscité cette maison qui fait un petit peu le trait d'union entre la maison bruxelloise traditionnelle et l'Art Nouveau. Et très curieusement, après avoir travaillé pendant plusieurs années sur cette maison, nous avons eu envie de l'intégrer dans l'histoire que nous voulions préparer à ce moment-là, qui se passait à nouveau à Bruxelles, en tout cas en partie, la théorie du grain de sable, dans laquelle on retrouve cette maison. Alors les gens qui visitent aujourd'hui, puisque la maison Autric est visitable à Bruxelles, les gens qui connaissent l'album La théorie du grain de sable ont un peu l'impression qu'on a fait un merchandising géant, et puis d'autres simplement découvrent la maison et puis devinent qu'elle est liée aussi à une
fiction, une fiction d'ailleurs où le fantastique joue une très grande part, même si certains bâtiments sont dessinés de façon très précise et très identifiable, très reconnaissable. La ville de Bruxelles est à nouveau la proie de phénomènes épouvantables, enfin en tout cas qui peuvent paraître épouvantables. Alors je ne sais pas si sur l'écran vous arrivez à sentir ce qu'on voit très bien en feuilletant l'album, qui est qu'il y a deux niveaux de couleurs. En fait, les pierres que nous voyons ici sont tout à fait blanches, alors que les pages sont un peu couleur sable. Et donc tous les phénomènes fantastiques qui sont dans l'histoire, ici ces pierres toutes de même poids, qui se multiplient, sont traités différemment. Donc là on joue vraiment avec des possibilités que le livre nous permet. C'était assez difficile. Et alors le personnage, un peu lointain parent du Robic, de la fièvre du Rubicon, au lieu d'être catastrophé par ces pierres qui apparaissent inexplicablement chez lui, mène une véritable enquête scientifique. Donc il les pèse, il s'émerveille qu'elles aient toutes le même poids. Et il note d'ailleurs que ce poids est un nombre, enfin le chiffre auquel il arrive est un nombre premier, donc ce qui l'enthousiasme beaucoup, mais évidemment les pierres se multiplient tellement vite que ça va poser des problèmes assez sérieux. D'autres personnes dans la ville ont des problèmes différents. Il y a du sable qui apparaît en masse, il y a un homme, un cuisinier un peu enveloppé, inspiré d'un de nos amis, qui perd peu à peu le contact avec le sol. Donc l'autre personnage a l'idée d'utiliser les pierres pour l'arrimer. Et on essaye de faire entrer nos lectrices et nos lecteurs peu à peu dans ces étrangetés en les acceptant. Ce qui est pour François et pour moi une des clés du fantastique, c'est de ne pas envoyer à la figure des gens une succession d'événements bizarres, mais d'y aller par petits pas pour qu'on se dise « Ah ben oui, pourquoi pas, si j'avais une invasion de pierres chez moi, comment je ferais ?» Donc il commençait par les ranger dans sa bibliothèque, mais bon, assez rapidement ça devient un peu trop problématique. Bon, je ne vous raconte pas l'histoire qui est riche en péripéties, en catastrophes, en incompétence des autorités. Et donc, le phénomène finira par se résoudre, mais dans un lointain pays. C'est un moment là où on est vraiment sorti des villes. Voilà, donc on en arrive à la conclusion et au moment où vous pourrez poser quelques questions si vous le voulez. Et évidemment, tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, de vous montrer, cette traversée partielle, ce voyage dans quelques-uns de nos albums, tout cela n'a été possible que par le talent, la patience, la constance de François Skeuten, qu'on voit sur cette photo, et qui réalise de tout lui-même le tracé des textes à l'intérieur des bulles, le bord des cases, les plus vastes perspectives et toutes les couleurs, tout cela sans assistance, sans collaboration, mais dans une joie que nous continuons à partager en ayant un peu l'impression d'être encore deux enfants de 12 ou 13 ans dans la cour de récréation du collège où nous étions et où nous parlions avec enthousiasme de Gaston, de Black et Mortimer et de Tintin. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. J'avais cru comprendre qu'il y avait une certaine lassitude pour ce qui explique que, enfin, je pense, là, je viens d'apprendre qu'il y a d'autres albums, enfin, au moins un, visiblement. Et qu'est-ce qui a amené finalement à repartir sur... Parce que j'avais cru comprendre que c'était des histoires d'édition, que c'était très compliqué de faire de la bande dessinée. Oui, c'est... comment vous dire je pense que la bande dessinée est une pratique extrêmement exigeante. Et comme je le disais, François Skeuten fait tout depuis un grand nombre d'années, puisqu'il a commencé à publier vers 1975, donc ça commence à faire un petit peu plus que les annuités classiques. Et peut-être que dans cette discipline stricte de la bande dessinée, par rapport à cela, il a peut-être une certaine fatigue. Par contre, l'envie créative est toujours là. Il a fait récemment un album sur Mars, avec texte de Sylvain Tesson, mais c'est un album de grandes images. Et là, le livre que nous allons
réalisé ensemble, Le Retour du capitaine Nemo, pour en dévoiler le titre, est un livre de grandes illustrations, de petites illustrations et de textes. Donc c'est une écriture qui ressemblera un peu plus à celle de l'album L'Archiviste, ou de l'Écho des cités, enfin de livres comme ça, qu'à une bande dessinée stricte. Mais l'univers se prolongera, et qui sait, peut-être qu'un jour nous referons une bande dessinée, mais en tout cas nos envies narratives seront toujours là, quitte à explorer d'autres formes. Et là, cette histoire est liée aussi à un projet scénographique que développe Françoise Cuyton dans la ville d'Amiens, autour de Jules Verne. Et donc voilà, il y aura un lien entre un travail sculptural et, on pourrait dire, urbanistique, et un livre. Voilà. Bonjour Monsieur Peters, grand honneur de vous avoir ici. Peut-être que vous pouvez, alors j'ai raté les 10 premières minutes, j'espère que je ne vais pas avoir l'insolence de répéter quelque chose. Moi, mon point d'entrée... Vous voulez que je vous les résume? Non, merci. Peut-être faire découvrir, si certains n'étaient pas au courant, moi, mon point d'entrée très personnel, il y a à peu près 10 ans, dans la Cité Obscure, c'était France Culture, avec une double émission, une qui s'appelait Voyage dans la carte et l'autre je ne sais plus, où vous étiez avec votre compagnon à nous raconter que vous étiez perdu dans le tribunal de Bruxelles, et que c'est là que vous avez découvert votre point d'entrée vers la Cité Obscure. Et là, je pense qu'on a atteint une forme de pureté dans cette confusion entre le réel, la chronique, le voyage, etc. Et peut-être raconter un peu la genèse et comment est née cette double émission. Oui, donc c'est une émission qui nous avait été proposée par Laurent Védrine, qui était réalisateur, qui doit l'être toujours, pour France Culture. Et on a joué ce jeu qu'on a souvent joué d'ailleurs nous-mêmes. Ici, je vous parle, bon voilà, un peu en tant que co-auteur de la série, en vous racontant les coulisses, les références, etc. Mais très souvent, nous proposions des récits en images, où ça a été le cas aussi de certaines expositions, comme celle qu'on avait présentée il y a beaucoup d'années au Festival d'Angoulême, où on est dans la fiction. C'était le cas aussi du documentaire fiction, le Dossier B, qui a existé sous forme de DVD après avoir été diffusé par Arte, la télévision belge. La petite difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est que le complotisme s'est tellement développé que quelquefois les jeux du vrai et du faux, de la fiction, de la simulation en ont été un peu abîmés. Donc je n'aimerais pas tomber dans un développement sectaire ou une mystification dangereuse. Mais pendant des années, on a joué avec ces codes en se disant le lecteur, l'auditeur est bien capable de sentir... Bon, vous savez, c'est la fameuse histoire de l'émission d'Orson Welles, la guerre des mondes, où les gens avaient pris au sérieux cette fiction qui, quand on la réécoute, apparaît vraiment comme une fiction et qui était encadrée comme telle. Voilà, donc je n'aimerais pas, pardon si je blesse quelqu'un, mais je n'aimerais pas que nous devenions les docteurs Raoult de la bande dessinée. Et j'aime quand même qu'il reste une petite, comment dire, frontière, fût-elle invisible, entre le réel et l'imaginaire, qu'on puisse jouer avec cet imaginaire sans s'y laisser piéger. Mais c'est vrai que c'était un grand plaisir de participer à cette émission. Et plusieurs personnes, je me souviens, avaient été interrogées, jouaient le jeu. Donc, il y avait Eric Orsena, notamment, qui connaît notre travail depuis longtemps et qui s'y prêtait avec plaisir. Et il y a eu parfois des scientifiques qui se sont intéressés à cela, puisque la science joue aussi, toujours avec des hypothèses. Et somme toute, L'Enfant penché ou La fièvre d'Urbicande sont aussi un peu des fictions parascientifiques, c'est-à-dire posant une hypothèse sur la table et voyant où elle nous conduit. Alors, je suis celui qui a amené... la question, c'est par rapport à l'Uchronie et l'éventualité du voyage dans le temps. C'est un truc qui vous a jamais tenté ? Ben, nous sommes autant dans l'Uchronie que dans l'utopie, certainement, puisque une des choses qui se passe dans les cités obscures, c'est que plusieurs couches temporelles peuvent coexister. Par exemple, dans les premiers albums, les costumes et les coiffures sont très 19e, alors que la technologie est plutôt une technologie
moderne qui n'est pas la nôtre, mais qui est quand même une technologie plus moderniste. Donc on aime bien faire exister ces choses. Dans La fièvre du Rubicon, j'ai montré des références très très différentes qui, dans la réalité, ne pourraient pas exister. Par exemple, la présence de statues imposantes dans une ville qui, par ailleurs, est liée à un style comme celui de Corbusier qui exclut la statuaire. Donc il y a la possibilité de lier des couches d'espace, de temps, de faire cohabiter des choses unifiées au fond par le style du dessinateur. Le ton du récit et le style du dessinateur. C'est que le trait du dessinateur, d'une certaine façon, relie tout cela et permet de donner un sentiment de cohérence, qui est une chose très difficile. Si vous pensez à certains dessins animés, par exemple à des adaptations de Tintin, on sent le décrochage très frappant entre les personnages au trait et les décors d'arrière-plan traités de façon plus réaliste. Et en bande dessinée, on essaie vraiment d'éviter cet effet, que tout soit incorporé, qu'il n'y ait pas de limite franche, par exemple, entre personnages et décors. Pour Hergé, ça vient du fait qu'à un moment donné, c'est pas lui qui faisait le décor, c'était Bob de Moule. Oui, et ça vient aussi, surtout dans le dessin animé, du fait que c'est un processus industriel et qu'on a des techniques différentes. Aujourd'hui, on résout assez bien, un certain nombre de dessins animés résolvent assez bien ces questions, mais ce décrochage, quand vous avez dans Tintin, prenons dans le Lotus Bleu, Tintin dans une rue de Shanghai, vous avez un sentiment total d'homogénéité. Le trait d'Hergé, la fameuse ligne claire, permet de tout relier et de donner ce sentiment de cohérence. Alors que dans certaines bandes dessinées, même dans certains films, quelquefois, vous sentez ce décrochage, et pour moi, ce décrochage est le signe d'une perte de crédibilité. Une des choses qui nous a toujours obsédés dans les cités obscures, c'est que même si nos postulats sont un peu bizarres ou extravagants, tout le travail du récit est fait pour qu'on y croie. Et ça, c'est vraiment la chose absolument fondamentale, c'est emmener le lecteur pas à pas jusqu'à lui faire accepter, par exemple, que le personnage de l'ombre d'un homme a une ombre en couleur et puis qu'un jour, elle ne sera plus en couleur. C'est tout un cheminement assez lent. Je ne dis pas que ça convainc tout le monde, mais en tout cas, on essaye nous-mêmes d'y croire, d'abord. Ça, c'est très important. Je crois qu'on est nos premiers lecteurs en dialoguant ensemble. Et ensuite, d'entraîner insensiblement dans un autre monde. C'est quelque chose que vous avez dans certaines nouvelles fantastiques d'Henry James, que vous avez chez Kafka. Et une fois que vous avez accepté la première phrase, ou les premières phrases, vous êtes entraîné dans un monde bizarre et vous vous identifiez au personnage et cette histoire devient la vôtre. Sinon, c'est complètement extérieur. Voilà, une dernière question peut-être, parce que je crois qu'on va devoir rendre la salle. Oui. Vous avez sorti La fièvre du Rubicon, colorisé par Laurent Durieux. Est-ce qu'il va y avoir d'autres albums? Je trouve ça très réussi. Alors, colorisé par Jacques Durieux. Jacques Durieux, le frère. Qui est le frère de Laurent Durieux. Voilà, c'est compliqué. Je confonds à chaque fois. Voilà. Oui, alors, en fait, La fièvre du Rubicon est une histoire qu'on avait rêvée à l'origine en couleur. Et donc, tout d'un coup, on a eu l'envie, avec la rencontre de Jacques Durieux et de son frère Laurent, de profiter du talent de Jacques pour revisiter cette histoire. C'est un cas isolé, évidemment. Il n'est pas question que la tour où l'enfant penché passe un jour à la couleur. C'est parce qu'il y avait dans la première partie de La fièvre du Rubicon des pages au noir et blanc assez peu chargées, parce qu'elles avaient été conçues à l'origine pour la couleur et que c'était des contraintes éditoriales de l'époque qui nous avaient empêché de le faire. La version noir et blanc continue à fonctionner très bien et la version couleur s'y ajoute comme une autre option, comme une autre lecture. Voilà, il n'y a pas une des deux versions qui a notre préférence ou qui est destinée à disparaître. On n'est pas du tout dans la même situation qu'un film colorisé, parce que souvent le film colorisé l'est indépendamment de l'auteur. Ici, ça a été fait sous nos yeux et avec notre assentiment complet. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va libérer la salle pour permettre la séance suivante. Et moi, je vais aller signer, je crois, à la librairie Crazy Cats, ce qui peut être l'occasion de prolonger la conversation individuellement avec celles et ceux qui pourraient le souhaiter. Et puis, je serai encore là demain dans un autre débat, notamment avec Lux Keuten, je crois, dans cette même salle, et Thierry Paco. Merci beaucoup
Bon après-midi.